Les amis, aujourd'hui on se trouve à la Ferme au Vert, à Tourneville-sur-Mer, à 5 minutes de l'océan, c'est incroyable, hier on y allait en skate, c'est pour vous dire. Je suis donc chez Norbert et Annabelle. Comment ça va? Ça va super. Salut Nicolas, ça va? Salut. Est-ce que vous pouvez vous présenter et puis raconter un petit peu qu'est-ce que tu as créé toi dans un premier temps, Norbert? Parce qu'il me semble qu'après Annabelle, tu es arrivé en suivant. Exactement, ouais. Moi je suis arrivé ici sur la ferme en 2014. Je nourrissais ce projet de ferme alternative. Au début, je voulais faire quelque chose en autarcie parce que pour moi, le monde partait en cacahuète. Parce que plus maintenant pour toi? Si, toujours, toujours. Si, mais pour le coup, ça vérifie ma pensée d'origine, quoi, quand j'avais 15 piges, quoi. Je me suis dit, ok, il faut assurer sa sécurité à l'avenir, il faut que je monte une ferme et qu'elle soit le plus autonome possible. Au départ, c'était l'autarcie. Et de fil en aiguille, je me suis rendu compte que l'autarcie et donc être fermé sur soi-même, ça ne peut pas fonctionner, quoi. Le seul moyen, c'est la collaboration. Et donc, il faut créer quelque chose de collectif au long terme. J'ai fait mes études, j'ai fait un BEP horticole et un bac pro horticole à côté, ici à Coutances, où il y a un BPRA de maraîchage bio justement aussi. Et ensuite, une année sabbatique parce que j'en avais marre du système scolaire. Et pendant mon voyage dans les Balkans en woofing, j'ai fini par me dire que c'était bien d'avoir un bagage supplémentaire et de voir autre chose que l'horticulture précisément. Donc, c'est faire pousser des fleurs, hein. J'ai donc décidé de reprendre un BTS agronomie mais par correspondance parce que je faisais de l'athlé à bon niveau. Ça se voit, hein. Regardez ces cuisseaux là. Ah mais ils sont blancs, hein. Je faisais de l'athlé à bon niveau, j'avais un coach sur Paris, mon BTS en parallèle par correspondance et en même temps il y avait déjà une ferme qui existait chez mes parents depuis 2007 quand j'étais en BEP. Parce que j'ai toujours fait du jardin avec ma mère quand j'étais petit. De fil en aiguille, il a grandi avec moi. Et en 2007, mes deux parents se sont dit qu'ils allaient monter une structure pour que ça puisse me prélancer. Donc j'ai commencé à me faire la main comme ça sur le tas parce que mes études concernaient juste la croissance des végétaux, la biologie végétale et la majorité c'était de la fleur. Il n'y avait que 5% de partie légumes. J'ai eu des super profs et ça j'ai eu de la chance. La ferme grossit, en 2011 on commence à faire le petit marché d'eau de ville à côté et en 2013 j'ai mon BTS. Je commence à prospecter pour du terrain parce que je voulais pas m'installer avec mes parents. Je prospecte sur du terrain, je rencontre le propriétaire de la ferme sur laquelle on est qui était déjà en bio depuis 2 générations, à qui je dis si un jour tu lèves le pied, moi je suis là quoi. Il m'a dit ouais, du coup il faut qu'on se voit. On a traité, on a choisi d'un système pour que je puisse récupérer la ferme et la place de marché au long terme, parce que la place du marché de Granville c'est quand même une très bonne place, c'est ça qui nous permet d'exister. Donc j'ai commencé à bosser sur la ferme en décembre 2013. Et tes parents ne sont pas du tout du monde agricole? Ah pas du tout, ils sont arrivés ici il y a 40 ans. Pendant une période où mon père était en arrêt maladie, ils avaient un copain qui avait un mobil-home dans la région, pas loin de la mer, ils y allaient tous les week-ends. On leur a dit qu'il y avait une maison qui se vendait pas loin d'ici, et ils ont fini par l'acheter. Une ferme au vert, ici. L'exploitation, elle existe depuis quand? Novembre 2015. Pourquoi ça s'appelle la ferme au vert? L'expression allait se mettre au vert, c'est l'idée d'ici quand même à l'origine, même si on est quand même des gros forcenés de boulot. Le ver de terre, c'est un être vivant super important, sans lui on vit pas. La masse de tous les mammifères de la planète équivaut à la masse de tous les vers de terre. Donc c'est quand même énorme, sachant qu'il y a les baleines et il y a nous. L'œuf, en analogie à un ovaire, à la semence, à la graine, parce que je suis passionné de semences et de variétés multiples. On est jeune, on est bio, on est vert dans un environnement vert et on aime bien lever le coude quoi, aussi. Donc voilà. Maintenant, on va parler un petit peu avec Annabelle et qui est Annablette. Ici c'est Norblette et Annablette. Si vous m'entendez les appeler comme ça, c'est pas que je fais une faute, c'est leur surnom. Je suis autorisé à vous appeler comme ça. Ah oui, en effet. Donc Annablette, toi tu as un parcours qui est particulier aussi. Tu es arrivé là en woofing. Et t'es jamais reparti. Exactement. Mais moi j'ai toujours eu un parcours un peu particulier parce que j'ai pas arrêté de faire des sauts de puce depuis mon bac en fait, ou même avant mon bac. Ouais. Donc je pense que ça fait très longtemps que je me cherche. J'ai commencé par faire un peu d'hôtellerie, après j'ai fait une école de commerce. J'ai bossé dans plusieurs entreprises et j'avais décidé de partir de ma dernière entreprise. Je voulais partir faire un tour du monde en bateau-stop pour vraiment trouver un peu ma voie. J'adore les océans, je suis passionnée par la plongée sous-marine. Donc c'était le plan de base. J'avais prévu de partir en novembre 2020. Sauf que tout le monde le sait, il y a eu le Covid. Donc déjà le projet commençait à changer un petit peu dans ma tête. Et je me suis toujours dit, je veux partir voir ce qui se passe ailleurs, mais j'adore la France. Et j'aimerais, quand je reviens, vivre dans un endroit qui est justement alternatif, tout ce qu'on met derrière les mots écolieu, tiers-lieu, voilà, j'étais très sensible à ça. Et donc j'étais tombée sur un poste de la ferme au vert qui livrait des légumes dans un resto à Paris. Parce que toi t'habitais Paris avant de venir là. Ouais, moi j'habitais à Paris, enfin en région parisienne en tout cas. Et j'ai contacté Norbert, pas du tout via Woofing d'ailleurs, parce que Woofing a un site internet, mais juste par mail, en lui proposant de venir passer un petit temps à la ferme avant de partir faire mon voyage. Donc Norbert me répond pas.
Je réinsiste. Norbert finit par me répondre. Il est maraîcher, quoi. T'étais à 2 doigts de passer à côté d'une belle histoire, toi. Hein. Faut entretenir l'envie, quoi. Faut garder ça. Au début, il n'y en avait pas. Hein. Te l'appelle pas, hein. Elle savait pas qui t'étais. Hein. Moi non plus. Heureusement, j'ai insisté un peu. Et puis finalement, il m'a dit, bah écoute, tu peux venir. Moi, je voulais venir 1 ou 2 semaines. Il m'a dit, par contre, c'est 1 mois. Sinon, c'est rien. Donc, je me suis débrouillée. Et finalement, je suis venue pour 1 mois de woofing à la ferme. Et c'est terminé en plusieurs années. Jamais reparti. Donc, je suis en woofing prolongé ici maintenant, depuis. C'est excellent. Est-ce que tu as eu un temps d'adaptation? Est-ce que tu considères que tu es toujours en temps d'adaptation? Quelles ont été les difficultés pour toi de changer complètement de vie comme ça du jour au lendemain? Parce qu'il y a changé de vie, de passer de Paris à la campagne, changer de vie, de passer à ton métier d'avant en entreprise à la terre, c'est quand même beaucoup d'un coup, quoi. Ouais, carrément. Et même, moi, j'ai jamais vécu à la campagne. Enfin, quand j'étais petite, on vivait dans les Pyrénées avec mes parents, mais j'ai très peu de souvenirs, donc j'ai jamais vécu à la campagne. Je savais pas du tout ce que c'était. Et je pensais pas être quelqu'un de la terre. Comment ça s'est passé? En fait, le woofing, déjà, on était une dizaine en woofing quand je suis arrivée, donc c'était super, ça faisait colonie de vacances. Moi, dans ma tête, j'étais ouais, on est une bande de jeunes qui fait pousser des légumes, c'est génial. Le dream. Comment on arrive à faire dream. ça? Ce premier mois de woofing qui était vraiment balisé, je me suis découverte. J'ai découvert aussi que j'étais capable d'aimer ça, de mettre les mains dans la terre. J'avais 0 contrainte à ce moment-là parce que j'avais que à me laisser porter, donc c'était pas du tout moi qui drivais. C'était des vacances, même si on bossait beaucoup. J'ai terminé ces 1 mois de woofing, j'avais encore quelques mois à finir dans mon entreprise. Je revenais les week-ends, donc là je commençais vraiment à rentrer dans le vif du sujet. Donc comment fonctionne la ferme au niveau administratif. On a commencé à faire un peu de marché aussi ensemble. Ça a vraiment switché là en mode ah bah là je commence à me responsabiliser un peu par rapport au projet, à prendre mes marques. Et ça a été assez difficile, il faut dire, parce qu'on court toujours dans tous les sens, parce qu'il y a 1000 choses à apprendre. Norbert, lui, il a la connaissance et ça fait 15 ans qu'il est là-dedans, donc il est très savant sur certaines choses. Et moi, je découvre tout. Enfin, j'adore apprendre, mais je découvrais tout et sur le tas. Et donc ça a été très difficile. Au début, je me suis accrochée, j'ai beaucoup pleuré, il m'a beaucoup rassurée. Moi aussi j'ai beaucoup pleuré. Ouais, lui aussi il a beaucoup pleuré. Ça fait pas longtemps qu'on se fréquente, mais j'ai l'impression que t'es un grand sensible toi aussi. Hein. Ouais. Un peu, ouais. Ouais, en même temps, j'en ai aussi chié pour en arriver là, quoi. Mais c'est à ça qu'on voit la valeur de ce qu'on fait, quoi. Les difficultés nous amènent à nous surpasser et essayer d'aller toujours de l'avant. Et donc du coup, ouais, c'était très difficile. Et... Ouais, et je pense que les 2 premières années, ça a vraiment été des années la première de découverte complète. La deuxième, je repassais un peu sur des choses que j'avais déjà faites la première année, donc ça s'améliorait. Et là, la troisième, je me sens plus rodée, quoi. Je me sens plus confiante. On se refait aussi un réseau à la campagne grâce au marché, on connaît plein de monde, donc j'ai vraiment l'impression de m'approprier un peu plus le sujet. Après, moi, j'ai pas du tout de formation. C'est ce que j'allais te dire. En maraîchage, fou, ouais. T'es arrivé comme ça, sans jamais avoir fait planter une tomate, quoi. Je lui ai dit 2-3 trucs en arrivant. Ça va être long, tu vas être frustré. T'as envie, en fait, quand tu arrives dans une ferme comme ici, t'as envie de faire bouger les choses et tout, t'as envie de faire avancer parce que tu vois ce qui dysfonctionne. Annabelle, elle avait ça quand on s'est rencontrés, avant même qu'on sorte ensemble, en fait. On a eu de longues discussions analytiques où elle analysait vraiment le fonctionnement de la ferme, où elle me posait des questions parce qu'elle voyait bien que j'avais des difficultés aussi dans tout ça, quoi. Elle a essayé de cibler les problèmes, comment est-ce qu'on peut régler ça ou ça, quoi. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, t'as besoin de quoi? Donc quand on a commencé à faire les choses ensemble, vraiment, elle avait envie de faire beaucoup de choses, mais ça prend du temps d'apprendre. Il y a eu beaucoup de porteurs de projets ici. Tout le monde a envie de faire son truc, d'engager sa nouveauté dans la ferme. Mais d'abord, il faut comprendre comment la ferme fonctionne comme un écosystème. Il faut comprendre comment il fonctionne. Un écosystème. Exactement. Et commencer par les basses besognes, on va dire, par les travaux les plus compliqués, les moins abordables, ceux qui, moi, vont me demander peut-être le moins de temps à t'apprendre. Quand tu sauras les faire, tu seras autonome. Et ensuite, tu vas pouvoir prendre du galon, on va dire, et progresser, avancer, avoir tes responsabilités parce que tu les maîtrises et aussi parce que tu les comprends, ces responsabilités. Pourquoi ça, c'est compliqué ou pourquoi on ne fait pas autrement? Tu parles de besogne. C'est quoi, pour chacun d'entre vous, les tâches les plus difficiles en maraîchage? Moi, j'ai ma réponse. Bah, commence alors. Pour moi, c'est la plantation. La plantation? Ouais, physiquement, sous paille. Enfin, ouais, il y en a 2, allez. Il y en a 2. C'est lié à notre Je système. réfléchis maintenant, mais il y en a 2. Mais la plantation, c'est celle qui m'a fait le plus mal au dos. Parce qu'en fait, nous, on plante sous paillage. Donc, toutes les tomates, tu creuses, tu mets ton compost, une pelle de compost, une pelle de fumier. Et en fait, tu es toute la journée en train de planter des lignes et des lignes de tomates. C'est très physique. Et la première année, je me suis dit, mais comment on va faire les autres années? Parce que c'est pas possible. Et la deuxième qui est ma préférée, c'est les patates. La récolte de patates.
Annabelle, elle veut qu'on fasse de moins en moins de patates tous les ans parce qu'elle en a marre de ramasser des patates. Ouais, à genoux, il a une machine en fait qui sort les patates, mais après nous, à la main, on met tout en cajou, on gratte la terre. Donc, et on récolte ça, les petites grenailles, donc elles sont toutes petites comme ça, donc il faut gratter la terre en surface. Quoi. Bah on avait quoi, 7000 m² cette année? Non, 5000. 5000 il y a 2 ans et on réduit. Mais parce qu'on améliore, on fait en sorte d'essayer d'améliorer nos rendements. Mais du coup, toi, pour toi, la tâche la plus difficile, c'est laquelle? Ça va être les gros chantiers de plantation d'oignons ou le désherbage des carottes qui demandent d'être efficace sur un temps court. Parce que si tu loupes le timing pour désherber tes carottes, eh ben t'es mort. Parce que c'est trop tard. Une fois que la carotte elle est comme ça et que ton herbe elle est passée au-dessus, qu'elle commence à faire 5 cm de plus que ton rang de carotte, ça devient la misère, t'avances plus à désherber. Et du coup, vous désherbez comment? Au brûleur, à la main, à la... Ça dépend. Si on a le temps de faire au brûleur. Et sinon, c'est à la main après. À la main, on a quelques outils quand même. La binette, le couteau, chaque culture, chaque période dans la saison, c'est tout le temps différent. Quoi. En plus, pour certains légumes, on a souvent plusieurs itinéraires techniques. Quoi. Par exemple, la carotte, des fois, elle est faite d'une certaine manière, des fois d'une autre manière. Ça dépend de quelle saison il a fait, si on pense qu'on va avoir de l'herbe ou pas. Enfin, si je pense qu'on va avoir de l'herbe ou pas, qui va germer. Et l'état du sol aussi. Si c'est sous serre, si c'est en extérieur, qu'est-ce qu'il y avait en précédent dans la serre. Donc, il y a beaucoup de paillage, de désherbage. Ça dépend vraiment. Quoi. Tu me fais une très bonne transition, j'allais dire justement en parlant d'itinéraire technique, si on faisait un petit tour de cette ferme, et on peut commencer par là, pourquoi il y a un rang de coquelicots comme ça? Mais ils ont poussé tout seul, c'est de la pousse spontanée. Ah ouais? Ici on a 2 planches d'ail qui commencent à arriver à maturité. Chez nous il arrive assez tôt. On peut regarder, ça doit commencer à être pas mal, peut-être. Et il commence à bien sécher, bientôt il va falloir l'arracher. L'ail on le fait tous les ans comme ça, sur paillage. L'an dernier on avait des tomates qui étaient sur ce paillage là. J'ai juste passé un coup de broyeur avec le tracteur pour broyer les résidus de culture et on a planté l'ail direct. On remonte la planche proprement au râteau et on plante l'ail dedans et ça nous donne tout le temps de l'ail fantastique alors qu'ici à la base c'est pas des terres à ail. Là par exemple celui-là à mon avis il est mastoc. Ça c'est une belle tête. Mais tu vois par exemple c'est le moment de la ramasser parce qu'en plus elle est toute grise, toute foncée donc la feuille de l'extérieur là, celle-là elle a déjà pourri. Et donc l'autre elle va continuer, là il faut les ramasser et les mettre à sécher. En tout cas arrêtez fortement d'arroser quoi, c'est sûr il ne faut plus arroser, sinon ça va tout pourrir. Et on peut aussi, une technique que les anciens ils faisaient, check, on les noue comme ça en terre, quand ils sont encore en pleine terre, ça permet d'aider à faire descendre le reste de la sève, la fin de la sève dans le bulbe. Donc ça là, le nœud que tu viens de faire, on le fait mais directement genre sur le maintenant, rang. là, ouais. Ça évite un peu qu'il se casse la gueule comme là il se casse la gueule tu vois. Au bout d'un moment, ça pèse lourd et pof, ça finit par plier au niveau du pied, donc ça renforce un peu. Et après tous ces coquelicots, c'est que complètement naturel. Alors là, tu vas marcher sur quelque chose. Il y avait une culture là. Est-ce que tu reconnais? Bah, vu que c'est sèche et que c'est monté en graines, non, mais je de la dirais que c'est de la mâche. Ouais. Excellent. Donc là, on a récupéré des graines, tu vois. Tout ça, c'est les graines qui sont tombées par terre. Alors là, on avait testé un truc cet hiver. On avait mis du papier craft. Ouais. Plutôt que d'utiliser de la bâche bio. On du peut plastique. essayer Alors, c'est-à-dire du papier craft. Bah, tu vois les rouleaux de papier craft que tu as pour mettre. Parfois, tu les Pour étales emballer. sur les tables Ah ou ouais. pour les emballages. Vous avez mis ça en C'est paillage. du 120 grammes, on ne veut pas utiliser de plastique. Là, on est en train de chercher de nouvelles solutions constamment. De toute façon, depuis que je suis installé, on cherche des nouvelles choses. Je ne veux pas utiliser de plastique. La mâche, ça se plante quand même assez dense. Et on a notre problématique de paillage. Quand même, Annabelle, ça lui fait mal au dos. C'est plus long de planter dans du paillage comme ça, quoi. Comme l'ail. Bon, l'ail, ça va, c'est des bulbes, tu piques, c'est assez costaud. La mâche, il faut qu'elle soit quand même en contact avec le sol. Donc, on s'économise du temps et aussi quand on n'a pas la matière première de broyat. Donc, Sinon, vous faites paillage broyat? broyat, De ouais. bois Beaucoup de bois, ouais. Sachant qu'on est vraiment sur du sable, quoi. Sable. Là, il est sec parce qu'on n'a pas arrosé, tu vois, mais c'est vraiment... On est vraiment dans le sable parce qu'on est à 1 kilomètre de la mer. Donc la terre est très pauvre et retient pas du tout l'humidité. Donc là, nous, on a une contrainte qu'il faut augmenter le taux de matière organique. Toutes les cultures d'hiver ou tout ce qu'on fait en mesclin, mâche et tout ça, on a tout testé sur bâche, c'est nickel. Sur craft, ouais. T'as pas beaucoup de mauvaises herbes qui poussent en dessous. Par contre, au printemps, tous les chardons, on a énormément de mauvaises herbes. Donc les chardons, les machins, c'est fini, quoi. Donc pour l'hiver, c'est une bonne solution en tout cas. Le craft, c'est pour éviter d'utiliser donc du fossile et qu'il y ait une bonne dégradation. Moi, Donc, voilà. j'ai jamais vu de paillage papier craft. C'est la première fois que j'entends parler de ça. Est-ce qu'on peut le voir quelque part sur l'exploitation, ça? Il n'y en a plus. Là. Il n'y en a plus? Tout a Non. été dégradé? Ouais, c'est surtout en hiver. C'est quand même surtout en hiver. Le problème du paillage, c'est que c'est un isolant. Donc thermiquement, c'est pas toujours très top. Parce que là, on était sur une culture de printemps quand même. Il faut que la terre, elle réchauffe plus facilement. C'est un test, on voit. Il y a des contraintes d'ailleurs, parce que le papier craft, quand tu plantes, il est quand même dur. Donc nous, on l'humidifie en général avant. Mais quand il ressèche, il se rétracte. Donc si tu as planté ta culture et qu'il sèche, tac,
ça casse tout quoi. Il y a des adaptations à faire et je pense qu'il y a un produit à développer mais qui aujourd'hui est en stand-by. Maintenant on fait des petits joints de dilatation pour anticiper ça mais voilà, c'est encore en test. Donc la mâche ici, elle est grainée. On n'en a récolté qu'une partie. Il y en a les 3/4 qui sont restés là. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas eu le temps de les récolter avant pleine maturité. La mâche, c'est une graine qui se récolte avant qu'elle soit totalement sèche. Sinon, justement, elle tombe toute seule. Donc, il faut couper quand ça pâlit, quoi. Quand donc ça commence à faner, c'est là que tu coupes. Mais t'as un tapis de graines là en Ouais. dessous, c'est hallucinant quoi. Pour l'année prochaine, on aura. De la Là, pousse mâche va venir spontanée. toute seule, quoi. Ouais, l'an prochain, il y aura pense de la que là- pousse spontanée. On est beaucoup aidé par la nature ici. Et ouais, et la pousse spontanée, tu vas la laisser comme ça en place et... Ça va dépendre de notre programme. Si on a le confort de se la laisser, on va se la laisser. Si on n'a pas assez de place et qu'il faut qu'on mette une autre culture, on va devoir la casser, quoi. Ou la recouvrir de paillage, ou sinon passer un petit coup de tracteur pour nettoyer la terre. Ça dépend vraiment du système, comment est-ce qu'est la terre et qu'est-ce qu'on a à planter. Si on a besoin de quelque chose de fin sur le lit de plantation et tout. Donc là, on est sur une fin de culture de pommes de terre nouvelles. On a planté pendant l'hiver. Nos pommes de terre, on les a posées sur la terre, on les a juste effleurées. On va voir parce qu'on a le même système dehors qui est en train d'être fait là pour de la primeur en fin d'été. On met le paillage, il y en a plein qui font ça avec de la paille. Nous, on met le broyat parce que c'est notre ressource qu'on a à dispo et on veut être autonome dans ce produit-là. Et donc voilà, les pommes de terre, elles poussent facile entre les deux. C'est classique. Maintenant, on commence à le voir de plus en plus. Et Entre les deux. entre le paillage et la terre. Ah oui, voilà. Ouais. Et, Et donc du coup, tu mets ta ligne de patates, on plante, on recouvre, voilà, tout de simplement. paillage, ça pousse, on Ouais. récolte. Je faisais ça aussi Voilà. avec la paille. Oui, c'est un classique maintenant. Et t'as pas à te mettre des coups de fourche et à t'user le dos pour ça. Ça, c'est pratique. Mais pour de la primeur, c'est un itinéraire technique qui est quand même super. Du plein champ pour faire des gros volumes, je pense que c'est pas l'idéal. Du coup, ici, au niveau de la technique, on peut dire que vous faites du maraîchage sol vivant ou t'aimes pas trop ce mot ou comment on peut dire? On peut rien dire de spécial là-dessus parce qu'on utilise un peu toutes les pratiques. On fait du sol vivant, on fait de la permaculture, donc de la butte de permaculture parce que la permaculture, c'est pas que la culture justement, c'est un mode de vie aussi. Plus que d'ailleurs simplement cantonné à l'agriculture ou au potager. On a vraiment de tout parce qu'on a des contraintes de temps et des contraintes économiques aussi. On est sur un lieu, sur une terre qui n'est pas facile. Ici, en hiver, c'est trempé et en été, c'est le désert. Comme on peut le voir que ça commence à bien sécher. Parfois, je suis obligé de labourer, comme cette année. Là, on a labouré la parcelle parce qu'on vient de la reprendre. C'est la première année où je fais des légumes dedans depuis que je suis installé. J'ai dû la labourer parce que la saison a été très tardive. On a eu de la pluie jusqu'à début mai. Nous, on bâche pas. Et de toute façon, c'est pas possible de bâcher ici en hiver comme plein de fermes parce qu'on est au bord de la mer. Et donc, de fait, il y a trop de vent et ça s'envole, quoi. Nos bâches, elles peuvent pas tenir en hiver ici. Même là, on voit, il y a déjà encore beaucoup de vent. Je suis embêté parce que là on aperçoit les bâches de courge qu'on utilise, qu'on a démontées de l'année passée. Je suis embêté parce que je ne sais pas comment est-ce qu'on va pouvoir les mettre en place si on a encore autant de vent. J'ai fini par trouver des techniques pour qu'elles tiennent au sol, pour qu'elles tiennent vraiment en les enterrant. C'est une contrainte, le vent ici vraiment et l'humidité en hiver et le sec en été, surtout avec le sable. On fait ce qu'on peut pour arriver à réussir tous nos itinéraires techniques. Là c'était mouillé en hiver, il a fallu labourer pour réouvrir la parcelle et qu'on puisse mettre en culture rapidement. On voit vraiment que Ouais. on est sur du sable, mais qui est waouh. Ça me fait penser, vraiment au sable de plage quand il est un petit peu humide et qu'après il sèche quoi. On voit pas la matière organique là, il y en a quasiment pas. Parce que en plus en hiver, c'est trempé ici, il y a une mare en fait. Il y a vraiment une mare de flotte quoi, il y en a au-dessus de la terre. Donc la vie biologique du sol, elle est à néant quoi. En fait, on passe d'extrême de vie au printemps, où c'est hyper dynamique au printemps. Quand la terre commence à sécher, moi je vois il y a les terricules de vers de terre partout. Et en été, c'est tout sec, c'est mort. Et en hiver, quand c'est trempé, c'est pareil, c'est aussi mort quoi. Qu'est-ce qu'on a comme culture? On est sur de l'oignon, sur bâche biodégradable. Pas le truc On dont adore. Voilà, ce qu'on adore. que On tu adore préfères ces petites bâches. C'est pas top du tout, mais c'est un compromis en termes de temps et d'efficacité. Puis voilà, il y en a 500 mètres de long, ça nous assure un peu le résultat de la culture. On essaie de faire des cultures associées, du coup c'est pour ça qu'il y a des intermédiaires. Là on va planter du haricot entre deux. Donc haricots là ici. Voilà, Du haricot nain quoi. du haricot nain, ouais, du haricot mange-tout nain, ou du petit pois aussi ramé. Il Là est le pas en- petit pois, il y en a d'été. Ouais. Ah, Ah, moi, mais j'ai toujours vu le pois. Un petit pois de tu peux en printemps, faire un quand petit tu peu. veux, mais c'est juste qu'en fait, naturellement, les maraîchers sectorisent les productions à certaines saisons, comme les pois mange-tout, tu peux en avoir en été, mais les pois mange-tout au printemps, tu les vends, comme je te disais, 25 € le kilo. 25 € le kilo, tu vois, mais si tu les vends en été, c'est plus trop primeur pour les gens, tu vois, il y a les tomates, il y a tout ça, du coup, tu n'as plus qu'à les vendre à 15 € du kilo, mais à 15 € du kilo, ça paye pas son maraîcher.
Et c'est pas bon. Du coup, je rebondis sur cette phrase. Ça paye pas son maraîcher. Qu'est-ce qui se cache comme pensée derrière cette phrase? On doit changer de façon de voir les choses, quoi. Les 25 € le kilo pour les pois mange-tout, par exemple, ouais, ça paraît cher, mais c'est même pas représentatif de la réalité du boulot qu'il y a à faire pour les produire et pour les récolter. Encore, c'est une culture qui paye bien, hein, évidemment. La carotte, par exemple, c'est à 2,50 le kilo ou 2,80, t'es pas du tout au vrai prix. Tu peux multiplier par 2 la réalité de ce produit-là, quoi. Désherbage de carottes, c'est 10 mètres à l'heure. C'est vraiment que dalle pour un rendement qui n'est pas si important. Il faut revoir la façon dont on paye son agriculteur, qu'il soit maraîcher ou autre. En fait, si on veut qu'il y ait des systèmes vertueux qui naissent, si on veut qu'il y ait des nouvelles fermes qui s'installent et qui fassent les choses correctement, si on veut que les agriculteurs conventionnels ils passent au bio, ou ils fassent des couverts végétaux, qui replantent des arbres dans les champs, ils doivent avoir le temps et l'argent pour mettre ça en place. Si on leur donne ni le temps, ni l'argent, donc ça veut dire du confort de travail. Pour avoir du temps, il faut quoi? Il faut pouvoir embaucher. Si tu ne peux pas embaucher, tu ne peux pas te dégager du temps, toi, pour développer de nouvelles techniques aussi, ou améliorer ta ferme. Donc il faut vraiment remettre de l'argent dans l'agriculture, quel qu'il soit, et ça changera peut-être la donne. Tant qu'on ne mettra pas l'argent sur le marché et qu'on ne permettra pas aux agriculteurs de vivre dignement en gagnant proprement leur argent, c'est-à-dire de ne pas avoir à demander les aides de la PAC, parce qu'il faut faire la manche, encore une fois. Il y a combien de métiers qui sont autant subventionnés que l'agriculture? Le budget de la PAC en Europe, c'est énorme. Tout ça pourquoi en plus baisser la valeur de l'alimentation et nous permettre d'être compétitifs sur les marchés internationaux, quoi. En plus, je rajouterais un truc qui pour moi est encore plus décevant, c'est que la PAC, au final, c'est pas toi qui en touche la plus grosse partie. Ah bah non. C'est l'agriculture conventionnelle qui Ah touche bah la ouais, plus grosse morceau de la PAC. Donc c'est doublement rageant, quoi. Conventionnel ou même les grosses fermes, en fait. Il n'y a pas d'autres métiers quasiment où tu acceptes de travailler à perte. Ta pomme de terre à 1 € le kilo, pour nous c'est impossible, quoi. C'est parce Vu qu'il y a le temps de travail, vu tout ce qu'on y met derrière, on peut pas c'est une question de survivre comme système. 1 € le kilo, c'est de la pomme de terre qui est ramassée, mise en palox, tout mécanique. Il n'y a pas de main qui touche la pomme de terre. Nous, c'est nos mains qui les plantent, c'est nos mains qui les récoltent. C'est pour ça qu'on est difficilement compétitif aussi. Parce que eux, les gros, on va dire, qu'ils soient en bio ou en conventionnel, eux, ils ont la capacité de produire des gros volumes avec très peu d'humains. Et donc ça fait baisser les prix. Mais ça dépend vraiment de ce qu'on a envie comme modèle agricole. Si tu trouves que notre patate à 2,50, 2,60 le kilo, elle est trop chère, parce que bah oui, tu en trouves à côté à 1,20 €, la différence, elle est dans le fait qu'il n'y a pas d'humain qui la travaille, cette pomme de terre. C'est un tracteur et des machines. Et qu'on tout. a Et de l'engrais. beaucoup de variétés aussi à la ferme. On ne fait pas qu'une variété de pommes de terre, on en a quoi, Une bonne quinzaine. Ouais, une bonne Ouais. quinzaine. Ah ouais, quand même. Est-ce que quand tu habitais Paris, que tu habitais en ville et que tu étais seulement consommatrice, tu avais déjà conscience de ces problématiques-là? Ou c'est quand tu es arrivé là que tu t'es vraiment rendu compte du truc, tu vois? Tu as juste le label quand tu es en ville. Tu as moyen d'avoir un label, peut-être quelques explications, mais après tu fais aucune différence. Tout ce qui est hybride et fin, déjà je connaissais pas du tout. Le bio, bah, c'est un vaste nuage où tu te dis, bon, bah, je sais qu'ils ne mettent pas d'engrais ou de pesticides, mais en fait, j'ai aucune idée de comment mon produit il est vraiment créé, quoi. Donc non, j'avais pas du tout cette notion-là, à part que j'étais sensible au bio. Et j'ai essayé de faire pousser des tomates chez moi, ça a bien foiré. Maintenant, t'es meilleur. Non, mais maintenant, c'est meilleur. Bah alors justement, on parle du bio, de faire les choses avec les mains. Toi, tu es autonome, tu fais ton broyat, ton paillage? Ouais, on fait notre paillage. On travaillait avec une plateforme qui fournissait du compost comme beaucoup de maraîchers sur sol vivant utilisent. C'était géré par Suez. Le problème, c'est que du jour au lendemain, ils ont décidé de fermer. Du coup, plus de matières premières. Ici, c'est difficile d'avoir du fumier en plus pour enrichir les champs. Les agriculteurs, depuis l'augmentation des cours du pétrole, ça a fait augmenter le prix des engrais. Du coup, ils ont commencé à comprendre que c'était sympa d'utiliser la valeur azotée que leurs vaches, elles donnaient. Donc, ils en donnent de moins en moins de fumier. Donc, nous, notre solution pour avoir le fumier, par exemple, c'est de troquer de l'herbe, parce qu'on a des champs en herbe, contre du fumier. Okay. Donc, on a plus de surface que nécessaire, mais on peut au moins faire ça. Suite à ce déboire lié au compost de plateforme de compostage, pendant 2-3 ans, on n'a pas eu de matière première. On n'a pas réussi à continuer d'aggrader la qualité de notre sol et d'améliorer le taux de matière organique qui est essentiel pour nous, comme je disais, à cause de la nature du sol ici. Mon père avait déjà investi dans un petit broyeur. Donc on a commencé à faire du broyat comme ça. Quand on a été beaucoup en woofing, le broyeur il tournait tous les jours et tout, le tracteur il tournait tous les jours pour faire le broyat. Du coup il y a 2 ans on a fait le choix d'investir dans un gros broyeur. Ben, on va le voir. Effectivement celui-ci... T'as pas envie de passer dedans. Voilà, exactement. Voilà, celui-là on peut aussi faire disparaître l'inspecteur des impôts, quoi. Je sais pas si on va le garder dans le montage. A priori si je le dis c'est qu'on l'a gardé. Et nous à la ferme on a aussi plusieurs tracteurs, comme le gros là. Parce que pour faire marcher ça,
Eh ben, il faut 80 chevaux minimum. Le tracteur, dans tous les cas, il en fallait un de temps en temps pour broyer l'herbe, pour labourer, pour nous sauver la mise quand on n'a pas d'autre option, sachant qu'on a une ferme qui a de la dimension et qui a plusieurs facettes. On est autonome maintenant en broyat. On récupère du branchage qui vient de gars qui font du paysage. Donc ça ne nous coûte rien du tout, c'est même pas nous qui taillons des arbres exprès pour. Tout ce bois là qui a été déplacé de là-bas, eh ben, il va nous servir à faire notre broyat. Et là, le broyeur qu'on a nous permet d'être autonome. On peut y mettre dedans 55 mètres cubes de bois. On a remarqué tout à l'heure, il y a un tapis d'avancement qui fait avancer la matière. T'es pas en train de te battre derrière ton broyeur à faire rentrer tes branches dedans, quoi. Ça, c'est cool. Ça vaut 50 000 balles neuf. Nous, on l'a trouvé à 14 000 € d'occasion. Je vais aller chercher à Thionville. Mais il avance. Et on ne le charge pas à la main. Donc du coup, un tracteur avec chargeur, c'est nécessaire pour que ce soit pour manutentionner le broyat, pour le déplacer de champ en champ, le charger la remorque parce qu'on a un deuxième îlot où il y a une autre terre, c'est volontaire, que nos serres ne sont pas au même endroit et que nos cultures ne sont pas toutes au même endroit parce que là-bas, on a une terre plus argilo-limoneuse qui nous permet de mixer les cultures et d'adapter un peu les champs. On charge donc le broyeur avec le tracteur directement dedans, quoi. Et tu uses pas un bonhomme. Et au final, tu as un bilan carbone qui est plus efficace, quoi, parce que tu fais plus de volume, tu consommes pas 3 fois plus de carburant qu'avant, quoi. Ça permet des réductions d'échelle, malgré tout. Et d'être autonome, de ne pas être tributaire des autres qui peuvent bouleverser un système, quoi. Tu voulais nous montrer quoi là? Alors, on a parlé tout à l'heure des pommes de terre, de l'itinéraire technique, donc voilà. Là, on peut regarder, on les voit toutes, elles sont apparentes, quoi. On les a posées, on les a rappuyées et on va mettre ensuite la couche de paillage de 10-15 cm par-dessus. C'est du patate en mix, nous on a toutes nos variétés, toutes des couleurs, tout ça différentes. Et c'est toute la fin de nos grenailles en fait. Tu vois, ça c'est une bleue ça. Ceci est bleu dedans. Et les petits bébés germes qui arrivent là. Touc touc. Donc là c'est pas grave, les couper en deux, hein. N'ayez pas peur. Alors, ça fera deux plans. Elle va s'en faire. Voilà. Ça c'est pois chiches. Ah ouais? On se laisse à des petits pois chiches là. Ça c'est Grégory, notre ouvrier, qui les a désherbés. On va les rebuter. Ça ressemble pas du tout à des feuilles bien connues, hein. C'est mignon. Ouais, j'avoue que je pense que rares sont les gens qui ont déjà vu des plants de pois chiches. Ah, il pousse sur les feuilles, hein, le pois chiche. Hein. Il pousse comme un petit pois. Mais il pousse par deux. C'est des petites cosses qui font que 2 pois chiches. On disait qu'on récupère le bois pour le broyat, mais on récupère aussi la tonte de pelouse parce que c'est azoté. Le bois c'est carboné, donc on est obligé de travailler dans notre sol pour équilibrer tout ça. Donc là on ramène quelque chose qui est riche en azote et qui couvre bien. L'avantage de la tonte de pelouse, c'est que quand elle va se décomposer, elle va fondre et elle va plaquer pas mal les mauvaises herbes. Et donc pour nous, pour notre grosse problématique de chien dent qui repousse tout le temps, et ben là j'ai pas eu ces racines, ça l'empêche quand même vachement de ressortir, quoi. Et ça c'est vraiment nécessaire pour nous et ça conserve l'humidité dans le sol. C'est super important. Donc on a des blettes, on a des céleri branches là. Derrière on a des petits épinards, il y a du magnifique mesclin là-bas si on peut aller le voir au bout parce qu'il est vraiment super beau. On est connu pour notre mesclin, notamment à Granville, il y a des clients qui viennent juste pour le mesclin de la ferme au vert. Donc c'est bien de voir un peu comment il pousse et comment il évolue. Ouais, je peux pas m'en empêcher. Qu'est-ce que tu fais Annabelle? C'est un réflexe. Je suis désolée, mais là quand je vois ça, tu vois, là j'ai tout de suite envie de... Mais c'est bon, sinon on va pas arriver à faire notre journée. Je suis même pas sûr que tout le monde sache ce que c'est que du mesclin. Est-ce que tu peux définir ce que c'est que du mesclin et nous expliquer comment toi tu le fais? Alors je crois qu'il y a plusieurs définitions. Il me semble, si tu veux être vraiment protocolaire, que c'est 7 à 8 variétés de salades différentes. D'accord. Mais sinon on dit mélange de salade. Nous ce qu'on aime bien faire c'est que souvent on mélange de la salade, donc plus classique, ça va être de la laitue, de la feuille de chêne, voilà en base. Et après surtout on a toutes nos variétés de moutarde que les gens adorent. Donc sur le marché ils veulent du qui-pique, donc on leur donne du qui-pique. Okay, mais surtout la différence avec les autres mesclins c'est qu'on travaille avec des variétés qui viennent d'un peu partout. Ça permet d'avoir une autre diversité parce que ça, ce qu'on a là, c'est du classique là, ça. Ça c'est du classique ça. Ça c'est le Mizuna rouge, ok, tu l'as déjà goûté. Dans les variétés de mesclin, pour changer avec les saisons, les arroches, les épinards en hiver qu'on va mélanger un peu dans le mesclin, les moutardes qui en été sont difficiles parce qu'elles montent tout de suite comme celle-ci à cause du stress. Il y en a d'autres comme celle-là qui tiennent mieux, qui sont des variétés pas courantes du tout. Celle-là, si je ne me trompe pas, ça doit être un Rainbow Tatsoy ou un Vibrant Ultraviolet, quelque chose comme ça, qui sont impossibles à trouver quasiment en Europe, sauf chez Cocopelli. Et nous, on fait une partie de notre semence nous-mêmes. Donc ça a vraiment des couleurs qui sont fantastiques, quoi. Les nervures violettes, là, c'est super bon. Tiens, miam. Il pique vraiment pas trop. Ouais. C'est pas celui-là, le magma, mais il est peut-être là, le magma. Moi, je préférais celui-là. Ouais, ah bah Ouais. tiens, tu vois. Ouais. Comme quoi, il n'y a pas besoin de s'embêter en fait. Ouais, on va faire comme tout le monde, on va faire du classique. Là, c'est Vulcan. Ah, ça c'est bien ça. Red Giant. Ça, c'est ce que j'aime bien. C'est quoi ça? Je pense que ça doit être Red Giant ou Magma.
Ça envoie plus Il du y en a steak là. plusieurs qui se ressemblent. Tu la sens la Ouais, moutarde derrière. C'est trop drôle parce que vous avez peut-être juste l'impression que je mange une feuille de salade, alors qu'elles sont vraiment toutes différentes, mais de ouf quoi. Tu sens vraiment la différence de goût quoi. Attends, mais là il y en a encore un autre là. Bah, il y en a 15 000, regarde. Chaque petite tâche, c'est une variété différente. T'en as Donc, jusqu'au bout, mais ça monte pas mal là en cette saison. Ouais. Ça monte rapidement aussi, surtout en cette saison. Donc on essaie régulièrement de faire plusieurs séries de mesclins. Souvent on plante ça en plaques de 77, tu vois. On fait des demi-plaques par variété. Et j'en fais, 4, on va dire 4 plaques par semaine, voire toutes les 2 semaines. Ça dépend un peu de comment on est dans notre timing. Et ensuite, on va les planter au fur et à mesure par variété. Donc on prépare les planches. On fait un espacement qui est comme celui des épinards. Sur une ligne, on en plante 3, 4, 3, 4 en quinconce. Et donc souvent, on plante dans le paillage qu'on a déjà mis au préalable. T'as goûté celui-là? C'est une offrande que tu me fais Oui, encore c'est une offrande. On a un ménia. Celui-là, il est assez classique, on le trouve chez les gros semenciers. Oui, c'est classique. Je suis plus surpris maintenant. On Mais passe. mais On passe. C'est surfait, c'est surfait. il est très bon. Celui-là par contre je suis intéressé là, celui-là Ouais. je le trouve super beau. Ça, c'est du rouge de Chine. Il va nous donner vraiment des belles feuilles violettes, quoi. Elle est montée C'est déjà. super beau. C'est vraiment le problème de notre sable. Hein. Ça va rappeler à certains mes story potato juice. C'est le basilic purpre. Et là, on a quand même quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur, hein. C'est les blettes. Pourquoi? Parce que c'est un légume qu'on peut avoir toute l'année. Ça sauve la mise des maraîchers qui n'ont rien en hiver. Ou si les cultures se sont cassées ou sont mortes pour des raisons quelconques, là, au moins tu as toujours quelque chose à commercialiser. C'est le légume de la survie et du survivaliste. Ah bon? Moi je pensais que c'était le topinambour. Ouais, mais le topinambour, t'as mal au ventre pour faire ça. Donc tu vois, ça peut poser des problèmes de survivaliste s'ils sont pas préparés au truc, quoi. Alors a priori, quand t'es survivaliste, tu t'en fous de péter. Alors qu'est-ce qu'on va voir d'autre? Allez, on va dans la serre fonce dé. Alors qu'est-ce qui se passe dans la serre fonce dé? Tu te demandes, hein? Bah moi j'ai ma petite idée mais a priori c'est pas ça. Non, bah non. Forcément, tu trouves pas ce que tu veux ici. Ici, on n'avait pas travaillé la terre depuis 2017. Cette année, on y a touché. Pourquoi? Bah parce que justement, le sol, au bout d'un moment, il bloque. Là, pour le coup, cette année, il était temps de faire quelque chose et on voit le résultat. Les aubergines, elles sont un très beau développement là. C'est parce qu'on a travaillé la terre, on a remélangé notre matière organique et on a créé de la minéralisation, quoi. À force de mettre des couches de paillage, de les empiler comme on faisait avant en serre, eh ben, on se retrouvait avec un sol qui fonctionnait pas aussi bien que là, il fonctionne. Donc là, on va passer cette année comme ça. À la fin, on enlèvera nos cultures et on va repasser sur du paillage. Attends, que je comprenne bien. Tu dis que avant tu accumulais de la matière organique carbonée et ça a bloqué le sol et là tu as arrêté de le faire, c'est ça? J'ai posé mes serres. On a commencé à faire des planches de culture et des buttes de perma où on a intégré du bois dans le fond. Celui-ci s'est dégradé. Mais au bout d'un moment, à force d'enchaîner des couches de paillage, que ce soit de bois ou de tonte de pelouse, le sol, je ne sais pas pour quelle raison précise, mais ça répondait pas quand on plantait une culture, quoi. C'est pas qu'il n'y avait pas assez de minéraux, c'est vu qu'il y avait une vie biologique particulière, propre à un sous-sol forestier par exemple, pour moi il n'y avait pas la minéralisation nécessaire à l'azote qui est nécessaire pour nos cultures, quoi. Les êtres vivants, on doit leur donner la capacité de respirer dans le sol. Au bout d'un moment, il y a peut-être eu un tassement parce qu'on est dans le sable et ça paraît pas, mais le sable, c'est très filtrant, mais ça se tasse aussi vachement bien, quoi. Sûrement un manque d'oxygène, des choses comme ça. Donc on a repassé un coup de tracteur, on a cassé notre travail d'avant. C'est pas grave, la matière organique, elle reste dedans quand même. Okay, elle est dans la terre, on n'a rien exporté et tout, à part nos cultures qu'on récolte. Ici, on a choisi de bâcher cette année pour des contraintes de temps. Sur les tomates et les aubergines poivrons, on ne veut pas trop bâcher en toile tissée, c'est pas notre fun. Moi, j'aime pas voir ça, je préfère voir le paillage qu'on a vu là-bas. Et avant, tout ça, c'était que sur du broyat, quoi. Tu t'es permis une bâche tissée pour arrêter l'apport massif de carbone. C'est pas pour ça, c'est juste cette année, histoire de... Là, c'est pour gérer le désherbage, évidemment. Hein. L'apport massif de carbone, on va continuer, mais il faut le faire progressivement. Mais pour moi, il faut être capable de le réintégrer partiellement. On n'a pas encore de campagnole. La campagnole, c'est une grelinette améliorée avec des doigts qui viennent permettre de briser les mottes et mélanger légèrement en surface la matière organique. Ça mérite un bon petit coup de râteau, un bon petit coup de croc, quoi, en fait, avant la mise en culture. C'est vraiment ça le truc, c'est qu'il faut quand même retravailler un peu la surface pour mélanger un peu les matières entre elles, quoi. Mais en surface, sans labourer profondément, pour moi, il faut qu'on fasse ça dans notre sol, en tout cas, pour que ça fonctionne. On avait notre culture, on travaille notre terre, on met la bâche cette année pour gérer les mauvaises herbes, vu qu'on a travaillé la terre et qu'on a remonté des mauvaises graines qui étaient dans le fond. Et ensuite, quand la culture sera terminée, on va tout couper. On restitue tout le temps tout. Les tomates aussi. Hein. Il y a des gens qui sortent les pieds de tomates des serres pour éviter le mildiou. Mais ça, c'est une autre technique. Du coup, on va enlever la culture, la laisser sur place, passer un petit coup de broyeur, en gros, pour la mettre en petits morceaux. Et on va enchaîner une couche de paillage, d'herbe ou de tonte, en fonction de ce qu'on a de dispo et de ce qu'on a besoin.
comme résultat. Raconte-nous, parce que c'est vrai que la plupart des gens, quand ils terminent leur saison de tomates, ils vont couper les pieds de tomates et aller les brûler le plus loin possible du champ. Toi, tu fais pas ça. Pourquoi est-ce que les gens font ça? Parce qu'ils ont peur que ça ramène du mildiou dans leur terre. Le mildiou, c'est un champignon qui est déjà existant dans la terre. De toute façon, il est déjà là. Donc il faut éviter d'avoir les conditions propices à son développement, donc humidité et chaleur, sur les feuilles de la tomate. Parce que c'est un champignon qui se développe quand il est en contact sur la feuille dans une goutte d'eau. Le spore il germe et il prend dans la feuille de la tomate. Et ça sert à rien d'exporter, on remet le carbone à sa place, tout ce qu'on n'a pas prélevé en culture pour le manger, il reste dans la terre. Tu parlais de repousse spontanée. Ouais. Sur toute cette ligne-là, avant d'avoir la culture qu'on a aujourd'hui, là, pendant le printemps, on a eu plein de petits fenouils, des bébés fenouils. Et en fait, on travaille aussi avec des restos qui ont adoré ça. Donc ça nous a tenu pendant 2 mois au moins. Là, il y en a un bébé là qui est en train d'arriver. Donc ça, au printemps, c'était la folie, quoi. On Ouais. avait la planche qui était remplie. Du coup, tu vendais du mini fenouil? Ouais. Ah ouais, on vendait du excellent. mini-fenouil. Ah ouais ouais. On travaille avec un restaurant notamment local qui s'appelle The Presbytère et qui nous en a pris énormément toutes les semaines. Ils adoraient ça, quoi. Donc la repousse spontanée nous aide aussi à certains moments, quoi. Ouais, c'est pas mal. Les petits pois mangent tout, par exemple, une bonne partie c'est de la repousse de l'année passée. On a récupéré les plants et hop, on a repiqué quoi. On gagne de l'avance en plus, parce que le petit pois il germe au moment où c'est le temps pour lui de germer. C'est souvent les légumes que tu plantes pas, qui poussent tout seuls, qui sont les plus beaux et qui te donnent les meilleurs rendements. On va regarder cette jolie petite feuille là que j'aime bien. C'est du taro celle-ci, en forme de cœur, comme la feuille de lotus. Donc c'est un peu un légume comme une patate douce on va dire. Ça pousse pas du tout de la même manière, mais par contre au niveau du goût c'est une racine sucrée, pleine d'amidon. J'en avais mangé à Cuba il y a quelques années et j'avais trouvé ça super. Je me suis dit qu'il fallait qu'on teste. Donc j'en ai ramené avec moi dans mes valises, faut pas le dire. J'ai pas trouvé de bibliographie évidemment dessus. Du coup j'ai fait au feeling, parce que je fais tout au feeling quasiment. En fait j'ai fini par réussir à le cultiver, à le multiplier et là il se trouve qu'on en a 200 plants. Celui-là il a pas encore commencé à germer. À la base ça pousse dans les milieux très humides. Excellent. Ça fait un gros bulbe comme ça là, à la fin de la saison C'est ce normalement. que tu manges, le bulbe. Et ça va pousser à 1,50 m de haut. Mais non. Potentiellement. Mais par contre, tu vois, il y a 2 lignes d'arrosage ici parce que ça nécessite beaucoup d'eau. À la base, ça pousse dans les rivières, dans les zones d'accumulation de minéraux et de sédiments. Là, on a du yacon aussi. Il est tout bébé. J'en avais beaucoup avant, mais c'est très gélif et donc on en a perdu et tout ça, ça a été régénéré à partir d'un seul plant. C'est un plant de légumes super sympa. Ça fait une grosse racine toute longue comme la patate douce, qui a un goût un peu de poire, entre la poire, le melon, des choses comme ça. Ça se fait en gratin dauphinois, en salade crue, c'est Bah, super pas en bon. gratin dauphinois du coup. Pourquoi? Parce que moi je suis dauphinois. Ah bah c'est pas clair. Avec de la pomme de terre. un donc c'est gratin en pas d'eau. si tu veux. mais, Un gratin dauphinois, pas dauphinois. Voilà. Un gratin asiatique. Non, c'est plutôt des landes. Des Andes, on va y arriver. Ah, le yacon? Ouais. Ah ouais. Yacon, il y en a pas mal de variétés là-bas, mais ils en cultivent un peu partout. Aux États-Unis, par exemple, je connais des multiplicateurs qui font une grosse sélection variétale dessus, des choses comme ça. Ça, c'est trop bien parce qu'en fait, ça pousse comme un dahlia. Ça fait des gros bulbes, donc comme la patate douce, des gros tubercules. Et il y a une souche comme une souche de légumes vivaces ou de fleurs. Du coup, tu vas pouvoir la multiplier, l'éclater et récolter tout ce qu'il y a de mangeable. Donc la patate douce, par exemple, tu es obligé de conserver de la patate pour pouvoir refaire des plants de patates. La pomme de terre, c'est pareil. Mais elle, tu peux tout manger. Ça, c'est trop bien. Et c'est super bon. C'est super frais en salade. C'est très riche en eau. Tu récoltes quand? À l'automne, là. À l'automne. Ah, d'accord, ok. Ah, t'arrives à la saison entre deux, là. hein, donc. Ben, on Le met mec tout nous en fait culture. rêver, on peut même pas goûter quoi. Super. Anna Blette, au moins, elle me respecte. Elle me dit je fais un super mesclin, elle me le fait goûter. Elle est pas là à me vendre du rêve et puis bah non, c'est en octobre Bah, mon gars. Je peux te vendre un peu de mauvaise herbe là si tu veux. Toi qui veux manger un truc, hein. Tiens, c'est le C'est moment. quoi La marrante. Non. Ça a le goût d'épinard. Mais ça se mange vraiment, hein, c'est pas des blagues. Regarde, Et t'as vu les poivrons, enfin les piments aux feuilles violettes? C'est ce Ouais. que j'allais dire. C'est du puma, ça, non? Ouais, peut-être, c'est du ouais. puma. Putain, on dirait encore un basilic pur. Et ici, on a un joli fruit de la passion. Fruit de la passion. Mais on n'a pas eu encore de passion. récolte. C'est dommage. Oh oui. Donc fruit de la passion, c'est la famille des passiflores. Exactement. Ça, cette fleur, on la connaît. Magnifique, ouais. Très Passiflore incarnata. Pour l'instant, pas de récolte. C'est censé être auto-fertile, mais pour l'instant, ça nous a rien donné. Ça Elle fait commence combien de à temps être qu'il est belle. planté? Au moins 3 ans. Ouais. Et toujours rien? Est-ce que s'il faut Toujours. pas une pollinisation croisée? Ben, il faut je me d'autres suis plantes renseigné récemment justement dessus parce que je commençais à me poser des questions, mais visiblement non. Et là, tant qu'on est dans cette somptueuse serre, peut-être que les gens ont remarqué, mais pour tutorer, tu utilises des grilles de chantier pour faire le coffrage, quoi. C'est des grilles de fer à béton, c'est pour faire les dalles béton. Voilà, tout simplement. Nous, on en prend des grandes, on les coupe en deux, on met des crochets. Les crochets, ça permet de régler la hauteur si on veut, de 20 cm. Tu as différents, hein. Tu as du 10, tu as du 15, tu
T'as plein de trucs, c'est super pratique. On n'a plus à mettre 15 000 ficelles. Et les concombres, ça pousse à foison dessus. Les petits pois, ça se débrouille tout seul pareil. On n'a pas à mettre de filets à ramer qui sont en plastique et qui génèrent du déchet. Pas de ficelles en plastique non plus et pas de ficelles biodégradables pareil, quoi. On a acheté une fois, on a investi une fois et ça va nous durer au moins 10 ou 15 ans sans problème. On en reparlera dans 10 ou 15 ans. On espère plus, ouais. C'est un petit investissement, mais au long terme, on s'y retrouve. Et en termes de praticité, moi, j'en pouvais plus de regarder le ciel et de balancer les ficelles par-dessus pour les accrocher, quoi. Et de péter les yeux à regarder là-haut, quoi. Tant qu'on est à donner des petits tuyaux pratiques, là on a vu les grilles pour tutorer les pois, les haricots, les tomates. Ouais. Mais vous le faites aussi sur les côtés. Sur les côtés, pour les concombres. Donc ça, c'est un petit test de cette année, la grille sur le bord comme ça. L'idée, c'est de gagner de la place parce qu'on manque de place souvent au printemps pour les mises en place des cultures. Donc on a toujours voulu valoriser les bords de serre, nous. Ça évite d'avoir à désherber pour rien et d'avoir du foin de mauvaises herbes qui poussent. De mauvaises herbes, d'indésirables, on est bien d'accord. Donc là, on a choisi de poser les grilles sur le bord pour pouvoir faire grimper des concombres. Dans la serre d'à côté, on a des haricots. Et au pied de ces concombres, vu qu'ils vont utiliser l'espace aérien, on va planter en bas des cultures qui sont basses, comme les aubergines, parce que nous, c'est pas du plan greffé, on a 0 plan greffé. C'est que du semis qu'on fait nous-mêmes, du plan. Donc ça nous permet d'utiliser 2 espaces et des bords de serre. Le concombre, il va pousser le long de la grille. Et du coup, vu qu'elle est arquée, les concombres, ils vont pendre comme ça. Du coup, tu les vois direct pour les récolter. T'es tranquille. Ouais, c'est super simple. Et ça, c'est trop bien. Alors que là, quand c'est vertical, du coup, ils poussent un peu à droite, un peu à gauche, quoi, de chaque côté de la grille. Bien sûr. Là, ils vont tous pendre par là. Enfin, Trop une bien. majorité. Et ça, c'est cool. Parce que tu augmentes ton efficacité à la récolte. On en reparle à la fin de la saison. Dans tous les cas, ils pondront. La Pour gravité est ce validation, qu'elle est. Pour validation. Bon, les gens commencent à se rendre compte au fur et à mesure qu'on avance dans cette vidéo. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu des collectionneurs, quoi. On a pas mal de variétés. Ouais. On va aller voir la pépinière. La Donc, pépinière. c'est les petits bébés plants, quoi. Parce qu'on fait tous nos plants nous-mêmes. Sauf une partie de plants de poireaux qu'on achète à l'extérieur pour les assurer. Et puis un peu de renouvellement de plants de pommes de terre et les bulbilles d'oignons au printemps. De reste, on fait tout. Et on essaie de faire un maximum de notre semence. Donc là, on rentre dans la tropicool. Tu vas comprendre pourquoi rapidement. Mais non, ça va, ça va. T'en rajoutes, il en rajoute. C'est le show business, ça. Oh là là. Oh là là. Pas aujourd'hui, Oh malheureusement. là là, mais je suis pas bien, faut que je ressorte. Faut que je ressorte. Donc là, on a pas mal de trucs, on a des choses en retard. C'est Annabelle qui fait la plupart des semis. On a ici nos plants de patates douces. Tout ça, c'est de la bouture. Toute la longueur qui est là, c'est de la bouture qu'on fait. Et nos plants mères, ils sont ici. C'est là-dessus qu'on tire toutes nos boutures de plants de patates douces. Donc avec une patate, tu tires 400 plants de patates douces si tu veux, quoi. Ça m'intéresse vachement parce que c'est vrai que la patate douce, c'est pas tout le monde qui sait comment faire. Raconte-nous un petit peu là comment... Comment on fait les plants? Tu as vu mon petit secret encore, le petit tips, tu vois. Voilà, exactement. Tu veux tout pomper. Hein. Ouais. C'est toi qui as parlé de diffuser le savoir gratuitement, Ouais, que ouais. les formations maraîchères c'était trop cher. Mais Bah maintenant t'assumes mon vieux. Ouais, tout à fait. Moi du coup les premières années, j'ai fait comme tout le monde, j'ai mis une patate douce à tremper dans de la flotte comme on nous dit. Bon bah oui ça marche mais franchement c'est pas super efficace quoi. Pour avoir les plants à l'origine, je coupe une patate douce en rondelles, je laisse sécher la cicatrice. Donc on les pose, on arrose et ça finit par bourgeonner sur le bord de la patate douce quoi. Comme là ouais. Mais celui-ci il est pas très dynamique tu vois. Voilà. Je vais prélever ça. Et je vais repiquer. Et là, au niveau de l'aisselle de la feuille, ici, il y a les premières racines qui vont se développer, mais au bout de 3-4 jours. Hein. C'est hyper efficace. Il est hyper développé, il est plus que Il y a prêt à déjà être des planté, baby là. patates douces à planter. Ouais. Et là, ça va faire un chignon si on ne les plante pas rapidement. Regarde, putain, c'est hallucinant. Ça, c'était la semaine dernière. Tu vois, à l'aisselle de la feuille, comme je disais, ici, il y a les premières racines qui se développent. On commence tout le temps tout de zéro. Quand je trouve des poignées de graines qui viennent des États-Unis ou de chez Cocopelli, c'est des poignées. Tu as une quinzaine, une vingtaine, une trentaine de graines. De haricots par exemple. Avant d'en avoir 4 kilos à la récolte, il faut la multiplier pendant plusieurs années, quoi. Du coup tu parles des semences que tu récupères ou de Cocopelli. Tu as dit que vous faisiez tous vos plants. Ouais. Est-ce que vous faites aussi vos semences? On fait une partie de nos semences parce que c'est pas facile de faire toutes ces semences. Parce qu'il y a des variétés, bon, comme le haricot, c'est pas trop dur, ça peut pousser plus ou moins côte à côte. Mais le pollen de maïs, ça peut aller jusqu'à 10 km de distance, quoi. Ok, à 1 km, si tu as des haies, tu peux réduire des distances d'isolement comme ça, mais c'est très compliqué en fait de faire plusieurs variétés, quoi. Les courges aussi. Donc les courges, c'est pareil, il faut faire de la pollinisation. Là aujourd'hui, on a de la semence un peu sur quelques variétés de tomates. Norbert qui adore les haricots, donc on a plein de haricots différents. On commence à faire sur certaines variétés de mesclun qu'on isole aussi. Là, on essaie sur du melon aussi, mais du coup, sur toute la serre, il faut qu'on ait le melon
Le même. Ouais, le même. Donc c'est pas forcément évident. Donc petit à petit on fait ça. Les pastèques ça a super bien marché l'année dernière. On a replanté là une variété russe. De fil en aiguille, on essaye d'avoir nos propres semences, mais c'est pas sur tout évidemment. Cette serre, c'était la première qu'on avait mis en permaculture en butte totale. Il y avait des buttes partout ici. Sauf qu'on a tout recassé parce que là on aperçoit tout le chardon au pied et c'était blindé de liserons. C'est des serres qui étaient déjà là avant moi. Il y avait déjà du liseron et on avait du chien-dent qui s'était installé. Donc chardon, liseron, chien-dent, c'est le cocktail dégoût de ton maraîcher, quoi. Ouais, c'est clair. Donc on a choisi de mettre de la pastèque sur bâche, comme ça on fatigue le chien-dent, le liseron. La pastèque, elle a besoin de chaleur et dans cette serre tropicool où il fait chaud, elle se développe super bien. On a eu des pastèques de malade l'an dernier, quoi. D'ailleurs, cette vigne qui est magnifique, elle a quel âge? Elle a été plantée en même temps que sa copine là-bas, c'est un muscat de Hambourg. Elle a 5 ou 6 ans. Putain, c'est magnifique. C'est Elle est- incroyable comme elle a poussé vite. Ah bah ouais. Et encore on l'a taillé dur. Hein. Ah, c'est ce que j'allais te demander, tu la tailles dure, ouais? Ouais, malgré tout, ouais. On va sortir de la serre tropicool parce que Il fait quand même un c'est peu vrai chaud. que finalement, j'avoue que je commence à transpirer sous la casquette. Hein. Merci pour cette visite, on vient de terminer. Mais est-ce que vous avez un petit sujet que vous aimeriez vous exprimer dessus peut-être? C'est pas faire de la permaculture que juste travailler sur la facette agricole, quoi. Tu dois travailler de manière holistique sur l'intégralité de ton mode de vie, quoi. Consommer autrement, limiter les plastiques, limiter tous les intrants dans ta ferme. Au final, dans notre mode de vie, ça nous coûte pas très cher, mais il y a des charges qui sont incompressibles. Évidemment, les loyers de terre, les loyers de la maison, les remboursements d'emprunts, surtout au début du projet. Nous, ça coûte cher. Aujourd'hui, on rembourse encore 1 800 € d'emprunt, quoi. Donc ça veut dire que derrière, on doit être capable de produire suffisamment pour vivre et pour payer des gens qui nous aident aussi. La permaculture, c'est clair que ça ne se fait pas tout seul. L'autonomie alimentaire, ça ne se fait pas tout seul. Plus on va tendre vers quelque chose d'autonome et d'autosuffisant pour notre vie, plus on va devoir investir d'énergie personnelle dedans, quoi. L'autonomie, nous on se respecte peu, on bosse 60-70 heures la semaine, donc faut pas se leurrer. Si tu veux faire de la perma et en vivre et en être autonome sur tous ces aspects, il faut que tu aies du temps, quoi. Et pour compléter sur un autre sujet, pas permaculture, mais sur le futur du projet aussi, on a toujours l'envie de le partager avec d'autres personnes, que ce soit paysans, boulangers, éleveurs, enfin ça peut aller très très loin, menuiserie, enfin voilà, tous les aspects de la vie en fait, du quotidien. On a pour projet de monter un bar-épicerie aussi à la ferme, donc on a vraiment envie de voir ce projet se faire au long terme. Une auberge aussi. On aimerait bien monter une auberge, donc rencontrer quelqu'un qui a cette sensibilité-là au niveau culinaire, qui sache bien transformer les produits. Aujourd'hui, on est suffisamment solides tous les deux. Ces 3 dernières années ont été assez formatrices pour se dire on aimerait bien avancer avec d'autres gens, quoi. Ça nous ferait plaisir en tout cas de rencontrer les bonnes personnes. Et C'est un appel c'est un aussi, appel, ouais. c'est un appel. Ouais. Ouais, c'est carrément un Vous appel. avez entendu? On bosse beaucoup, mais franchement, on est hyper ouverts et on a besoin de bras et on a besoin d'énergie pour faire grandir ce projet qui pourrait aller très loin, je pense. Beaucoup de conviction, en tout cas. Ben, j'ai envie de dire merci et longue vie à la ferme au vert. Merci à toi Merci et Nicolas. à toute l'équipe. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. La prochaine date de mon spectacle au Grand Point Virgule, c'est le 11 novembre. Tu peux prendre tes places, les liens sont dans la description. Pense également à t'abonner, à mettre un like et à activer la cloche pour ne pas rater la prochaine vidéo. Et je te dis à la semaine prochaine. Allez, ciao.